Donc là, l'idée de ce soir, comme je vous le disais, c'était justement de reprendre les bases de la T-Car-thérapie, des accessoires Winback, de toutes les possibilités qu'on va avoir chez Winback pour intégrer la pratique de Winback pour optimiser notre prise en charge de la rééducation périneo-pelvienne. Donc, voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Aurore Chambaudu, kinésithérapeute et ostéopathe. Je suis formatrice Winback et responsable à la Winback Academy de toute la sphère women. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter justement ce qu'on fait justement quand on reçoit une femme ou un homme en rééducation périneo-pelvienne. Ils viennent nous voir pour différents motifs de consultation, soit des motifs de consultation qui vont être très centrés sur justement la sphère périneo-pelvienne, des incontinences, des prolapsus, la rééducation du postpartum, qui est quand même un motif de consultation assez majoritaire en première intention. Voilà, des douleurs pelviennes ou des douleurs aussi lombo-pelviennes. Et ça va être à nous après de justement essayer de tirer de ce point de départ de motif de consultation. On va justement pratiquer un bilan. Un bilan global, donc un bilan de toute façon qui va être intégré dans ce qu'on sait faire déjà en termes de rééducation, un bilan morphostatique, cutané, articulaire. Et puis, on va rentrer un petit peu plus après dans la sphère périneo-pelvienne avec l'étude cicatricielle dans le cutané trophique et vasculaire, l'étude des... Hop là. Je te laisse regarder s'il y a des questions, hein, du coup, Faustine. J'ai fermé la discussion. Oui. Tu me dis, pour l'instant, Je te dis oui, je te dirai. je me le mets sur un côté sinon. Euh, alors, hop là. Donc, au niveau vasculaire, est-ce qu'on a les troubles vasculaires? Ça pourrait être des varices, ça pourrait être justement aussi des insuffisances veineuses au niveau des membres inférieurs qui se répercuteraient au niveau du petit bassin, des hémorroïdes, des thromboses. Voilà, on va pouvoir bilanter tout ça. Après, on fera justement un bilan assez précis de la douleur. Est-ce qu'on est sur des douleurs plutôt de type nociceptive, neuropathique, des douleurs chroniques? On va essayer de justement ressortir de notre bilan, est-ce qu'on est sur la douleur inflammatoire, des douleurs à la pénétration, voilà, dégrossir un petit peu tout pour faire un vrai bilan de la douleur. Notre bilan morphostatique du bassin, comment se positionne justement notre bassin au niveau de la lordose, au niveau de notre posture sur nos deux pieds, est-ce que c'est équilibré ou pas? Et puis après, morphostatique, justement, est-ce que j'ai une bonne bascule de bassin? Est-ce que j'ai un bon engagement du transverse, un bon engagement de mes piriformes? Ça me vient justement étudier spécifiquement au niveau musculaire. Alors, au niveau musculaire, du contour, du contenu, du contenant au niveau de mon bassin, mes piriformes, mon transverse, mes abdos, enfin, spécifiquement, mon pyramidal de l'abdomen, revérifier les obturateurs internes. Et puis après, on va faire un bilan plus précis périnéal, justement en faisant une étude de mes bulbos spongieux. Enfin voilà, tout ce qu'on sait faire, ça va nous permettre de faire notre bilan. Puis au niveau fonctionnel, on va établir, en fonction justement du motif de consultation, est-ce qu'on fait un calendrier mictionnel? Est-ce qu'on fait voilà, au niveau fonctionnel, au niveau de la sexualité? Voilà, on va pouvoir établir tout ça. De ce bilan, il va en ressortir des objectifs de rééducation. Est-ce qu'on aura un objectif de rééducation plutôt trophique, justement, où on va travailler au niveau cicatriciel, cutané, les muqueuses, sur la qualité justement de cicatrisation, au niveau vasculaire, est-ce qu'on veut relancer justement tous nos échanges vasculaires? La tonicité, est-ce qu'on est sur de l'hypotonicité ou de l'hypertonicité? Ça va nous permettre de commencer à voir justement où on va être. Est-ce qu'on veut renforcer le muscle? Est-ce qu'on veut améliorer sa capacité de recrutement?
Donc là, dans le renforcement, effectivement, on aura accès aussi à d'autres technologies. Et puis, est-ce qu'on est sur un objectif antalgique ou est-ce qu'on... Et là, on établira justement un bilan précis de la douleur. Et puis, est-ce qu'ensuite, on est sur un bilan... sur un objectif proprioceptif, parce que c'est ça, finalement, maintenant, la pierre angulaire de toute la rééducation pelvis-périnéo, c'est qu'on va justement améliorer la capacité de proprioception de tous nos muscles. Un muscle fort, c'est un muscle qui sait réagir, qui sait se contracter au bon moment et qui sait se relâcher au bon moment. Donc oui, pour les questions qui arrivent, effectivement, on aura, au revoir Blandine, tous les replays qui seront sur la plateforme. Donc ça, c'est tout ce qu'on sait faire déjà en rééducation périnéo-pelvienne et comment on va mettre en place notre bilan. Maintenant, moi, je vais vous expliquer quels sont les effets Winback, les effets de la T-CAR-thérapie et puis des autres courants qu'on a chez Winback et commencer à faire du lien entre ces deux choses, entre nos objectifs et les effets. Donc, de quoi on parle? On parle de courant de T-CAR-thérapie qui a des effets différents. Donc, nous, chez Winback, on a la BAC3-TX et la BAC4. Et les courants de T-CAR-thérapie vont avoir différents effets. On va les expliquer par la suite. Un effet biologique, un effet diathermique et un effet antalgique. C'est quoi le courant de T-CAR? Le courant de T-CAR, on est sur un courant de haute fréquence. La haute fréquence, c'est donc un courant électrique. On a besoin d'une électrode active ici et d'une plaque de retour. Et la haute fréquence, c'est parce qu'on va avoir un grand nombre d'allers-retours à une fréquence de 0,3, 0,5 ou 1 MHz, donc c'est très très rapide. Là où sur la basse fréquence, on est à 2 ou 3 Hz, là, ou 50 Hz en fonction justement de l'électrostimulation. Ça, c'est sur des courants de basse fréquence. Là, on est sur du 0,3, 0,5 et 1 MHz. Donc, on est à puissance 6 au-delà de ce qu'on connaît en basse fréquence. L'aller-retour justement de cette fréquence va me permettre d'avoir une perturbation de mon canal ionique à l'intérieur de ma membrane biphospholippidique et d'avoir une dépolarisation de la membrane cellulaire, ce qui va me permettre d'avoir une amélioration des échanges intra- et extracellulaires au niveau des cellules de mon tissu vivant. Donc, comment je vais l'appliquer sur mes patientes ou patients? J'ai ce courant de T-CAR, donc ce courant de haute fréquence qui va être appliqué en capacitif. Le capacitif, c'est le C de T-CAR. Et en résistif, c'est le R de T-CAR. Et là, on va avoir deux façons d'appliquer, soit de façon locale, parce que le capacitif va concentrer cette énergie de façon locale aux alentours de la tête, ou sur le résistif, on va avoir un travail de trajet de l'électrode active jusqu'à la plaque de retour. Donc ça, après, ça va être des modalités d'application différentes en fonction de où on va vouloir avoir nos effets sur notre patiente. Donc, ce courant de haute fréquence, on a vu qu'il avait cette capacité de dépolariser les membranes cellulaires. Ça, c'est connu depuis très longtemps. C'est Darsonval, un physicien français qui a découvert ça. En fait, nos membranes, il a découvert ça en 1890, donc c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Les membranes cellulaires biphospholippidiques, normalement, sont polarisées, ce qui permet de créer une imperméabilité de la membrane. Ce qui est dans la cellule reste dans la cellule, et ce qu'on veut sortir, par un jeu justement ionique, va me permettre de sortir à la demande en réponse justement à un influx nerveux, par exemple, ou un influx protéique ou la pompe NAK, avoir un échange intra-extracellulaire. Là, ce courant de haute fréquence me perturbant complètement les échanges ioniques dans mon canal ionique, me crée une ouverture de ce canal ionique, ce qui me permet d'améliorer justement cette osmolarité entre intra- et extracellulaire. Ce flux d'ions va me permettre justement de créer cette perméabilité membranaire
et d'avoir une meilleure biodisponibilité de tout ce que la cellule est déjà en capacité de créer. Tout ce que mon noyau a déjà synthétisé va avoir une meilleure biodisponibilité sur ma zone de traitement. Ça, c'est le premier effet biologique qu'on va rechercher. Cet échange ionique à l'intérieur de mon canal ionique va me permettre aussi de créer une diathermie. Cette diathermie, c'est justement la réaction que le tissu vivant va avoir au passage de ce courant. Donc, au passage du courant, mon canal ionique va finir par s'ouvrir et comme il s'ouvre, il va créer une friction et cette friction va créer une chaleur endogène. Après, on a tendance à dire parfois un peu rapidement que c'est la machine qui chauffe. Non, ce n'est pas la machine qui chauffe, c'est le courant qui crée une friction, qui crée une chaleur à l'intérieur des tissus sur lesquels j'applique ce courant. Et après, en fonction justement de l'intensité que je vais mettre à la machine, et bien plus j'aurai d'intensité, plus j'aurai d'ion, plus j'aurai de friction et plus j'aurai de chaleur. Parfois, je ne vais pas vouloir avoir de chaleur pour différentes raisons, parce que c'est déjà un peu inflammatoire ou parce que justement, je veux calmer le jeu de mes échanges, pas de mes échanges, mais de cette vascularisation. Et bien, si je mets moins d'intensité, j'ai quand même l'ouverture de mon canal ionique, mais j'ai moins de friction, moins de chaleur. Donc, je vais pouvoir jouer justement sur ces différents paramètres d'intensité pour avoir peu, pas, peu ou beaucoup de chaleur. Et c'est justement ça qui va me permettre de déterminer après les différents effets thérapeutiques qu'on verra. Donc, l'effet biologique, amélioration de la biodisponibilité de tout ce que la cellule m'a déjà créé. 2, un effet diathermique, donc cette création de chaleur endogène à l'intérieur de mes tissus. Et 3, je vais avoir un effet antalgique. L'effet antalgique, je vais l'avoir par différents biais. Déjà, la première chose, c'est que je suis sur un courant électrique. Donc, tout ce qui est l'effet du courant va me créer une interférence sur la transmission du nerf, du message douloureux sur tout le trajet du nerf. On se souvient que de toute façon, cette transmission de la douleur, du message douloureux, elle se fait de proche en proche par un flux électrique sur l'ensemble du trajet du nerf. Donc déjà rien que ça, comme tous les autres courants d'électrothérapie, j'ai une inhibition de la transmission du message douloureux le long du nerf. Et puis cet effet diathermique qu'on a vu précédemment va me permettre justement d'avoir une amélioration de la trophicité de mes tissus. Donc je vais avoir une diminution de la compression de mes nocicepteurs. Et puis, en plus, je vais avoir une amélioration de mon effet biologique. Je vous ai dit tout à l'heure justement que j'avais un effet biologique avec une optimisation du processus de cicatrisation, avec une amélioration de ces substances algogènes, de diffusion de ces substances algogènes qui sont sécrétées lors de l'inflammation, par exemple. Donc, ces 3 effets antalgiques sont justement liés à l'effet du courant, l'effet diathermique et l'effet métabolique. Donc ça, c'est les 3 effets déjà simplement du courant de Técart. Sur notre nouvelle technologie maintenant avec la BAC 3 TX et la BAC 4, en plus de ce courant de Técart, je vais avoir un courant Hightens. Mon courant Hightens, c'est quoi? C'est en fait ce courant de Técart que je viens de vous expliquer qui va être pulsé. Et donc, comme il va être pulsé en basse fréquence, je vais pouvoir optimiser le courant de Técart, les effets Técart et les effets de la basse fréquence. Donc, ces 3 effets qu'on a vus déjà précédemment par les courants Técart, et comme je vais pouvoir le pulser en basse fréquence, je vais avoir les effets du 2 et du 5 Hz qui, eux, sont des effets d'antalgie durable par libération de substances endomorphinomimétiques. Ça, c'est l'effet justement qu'on a déjà avec, on va pouvoir stimuler la corne postérieure, le ganglion postérieur.
Et puis, je vais pouvoir pulser aussi ce courant de T-quart en 25 Hz. Et là, en 25 Hz, je vais avoir une réaction immédiate de la douleur par saturation des nocicepteurs. Donc là, je vais pouvoir avoir un sur-effet antalgique au courant de T-quart grâce justement à la combinaison du courant de T-quart et de la basse fréquence. Un effet antalgique immédiat et un effet antalgique durable. J'ai un autre courant aussi sur ma bac 4, un générateur de courant moyenne fréquence. La moyenne fréquence, on sait qu'elle a une action excitomotrice. Et là, j'ai 2 courants spécifiques sur ma bac 3 TX et sur ma bac 4. J'ai un courant focal qui va être à 1500 Hz, donc là, qui va me permettre justement de recruter les muscles profonds. Ça va être intéressant aussi en termes de rééducation périneo-pelvienne. Et puis, un courant radial qui est à 4000 Hz, qui va me permettre de recruter les muscles superficiels. Dans ces fréquences-là de moyenne fréquence, on va avoir un recrutement des fibres musculaires sans recrutement des fibres sensitives. Donc, on va avoir une contraction qui va être beaucoup moins sensible que le courant de 50 Hz, par exemple, qu'on connaît déjà en termes de rééducation périneo-pelvienne, parce que je vais avoir justement simplement le courant qui va passer par ces fibres motrices, qui va recruter la fibre motrice. Alors, ça peut être gênant parce que c'est un peu surprenant parfois d'avoir cette contraction, mais en aucun cas, ça va être douloureux parce que justement, je ne vais pas recruter les fibres sensitives. Donc, de ce courant de T-quart, de ce courant d'ITENS qui est pulsatile et de ce courant d'AEMS qui va recruter les fibres motrices, je vais pouvoir jouer avec ces différents courants, faire justement comme une table de mixage pour essayer d'avoir différents niveaux de recrutement pour répondre le mieux à mes objectifs de traitement. Justement, quelles sont les conséquences de ce multifréquence? Le multifréquence, c'est la haute fréquence de T-quart, la moyenne fréquence excitomotrice et la basse fréquence de l'ITENS. Je vais avoir des conséquences déjà sur les voies de la douleur. Si on se souvient bien des différentes voies de la douleur, je vais avoir mon stimuli douloureux qui va arriver sur mon nocicepteur. Je vais avoir cette transduction, donc la transformation de ce signal nociceptif en influx nerveux, qui va être transmis le long du nerf jusqu'à la corne postérieure de la moelle épinière, qui va, à ce niveau-là, je vais avoir une plasticité et une modulation de la douleur en fonction justement de beaucoup d'éléments justement propres à chaque patient. Et puis, je vais avoir une intégration de ma douleur jusqu'au niveau frontal avec la perception réelle de ma douleur. Donc, si on repartage en différentes douleurs, j'ai ma douleur nociceptive, stimulation de mes nocicepteurs. Je vais avoir ma douleur neuropathique si j'ai une problématique au niveau de mon nerf ou de mes accessoires au niveau de mes nerfs, de ma gaine ou de ma corne postérieure. Et puis, je vais avoir les douleurs dites chroniques nociplastiques si je commence à avoir une intégration au niveau central sans cause réelle de la douleur. Comment je vais pouvoir agir, moi, avec ma T-quart-thérapie? Soit je travaille déjà sur ce qui va comprimer mon nocicepteur grâce au capacitif, remodifier justement mon appui sur mes nocicepteurs. Qu'est-ce qui fait mal? Une contracture, une fibrose, un œdème. Je vais pouvoir jouer sur ces 3 points grâce au courant de T-quart. Je vais pouvoir aussi désensibiliser mon nocicepteur avec mon courant 25 Hz. Donc, donner beaucoup d'informations, c'est le principe du get control. Ensuite, je vais pouvoir déprogrammer l'ensemble de ma douleur neuropathique par le RET sur le trajet du nerf. Travailler en endorphinique, pseudo-endorphinique, si je travaille à 5 Hz, si je suis sur une douleur plutôt chronique, plutôt au niveau justement de la corne postérieure. Et puis, ce qui est très intéressant justement en termes de T-quart thérapie, c'est que je vais pouvoir aussi positionner des électrodes
et travailler en actif, faire du mouvement et travailler justement un mouvement qui pourrait être algique sous l'antalgie de la técarthérapie et recréer des nouveaux schémas, une nociplastie positive, recréer des nouveaux schémas non douloureux et diminuer justement la peur de la douleur. Je vais avoir aussi un effet sur la circulation sanguine et lymphatique. Donc là, la chaleur endogène que je vais appliquer à mes tissus, le corps, justement, va essayer de jouer, justement, de maintenir une homéostasie, donc de diminuer à chaque fois cette douleur, cette chaleur que je lui applique. En essayant de diminuer cette chaleur que j'applique justement à mes tissus, le corps va créer des cycles vasomoteurs. Et en créant des cycles vasomoteurs, vasoconstriction, vasodilatation, je vais améliorer mes échanges. Si j'ai peu de chaleur, je vais avoir simplement un effet décongestif. Donc ça va être intéressant au niveau du petit bassin. Et plus j'ai de chaleur, plus justement je vais engendrer des cycles vasomoteurs de plus en plus importants et jusqu'à aller jusqu'à un effet revascularisant. Donc c'est vrai que là, ça va être intéressant pour tout ce qui va être congestion ou relancer justement une vascularisation sur un tissu qui serait nécrosé, fibrosé. Je vais avoir aussi un effet sur la cicatrisation de mes tissus. Donc, si j'allie l'effet cellulaire, l'effet métabolique à l'effet diathermique, je vais avoir une optimisation de chacune des phases de la cicatrisation. Donc, sur toutes mes cicatrices d'épisiotomie, des cicatrices de césarienne, je vais pouvoir optimiser mes phases de cicatrisation pour éviter les pathologies cicatricielles. Plus j'agis tôt dans une cicatrice, plus j'agis tôt autour d'une cicatrice et plus j'optimise la phase de détertion, mieux sera ma qualité cicatricielle après. Donc ça, c'est vraiment au tout début. Si j'ai la chance de pouvoir travailler sur une épisio à J2, c'est une chance incroyable pour éviter ensuite une pathologie cicatricielle. Ça veut dire, alors évidemment, je ne vais pas appliquer mon électrode spécifique sur l'épisio, mais tout autour, sur les pourtours des berges de la cicatrice, je vais optimiser complètement ma cicatrisation et éviter qu'elle ne crée des fibreuses, des brides, des adhérences et voilà, toutes ces pathologies qu'on pourra avoir par la suite. Et puis si toutefois mes cicatrices elles deviennent pathologiques et que j'ai ma patiente plus tard et que j'ai déjà une pathologie cicatricielle, on va voir aussi comment je vais pouvoir relancer ma phase de cicatrisation. Le TCAR a aussi une action énorme au niveau des fascias. Et c'est pour ça qu'on a vraiment des effets très intéressants et des résultats très intéressants sur tout ce qui va concerner la sphère périnopelvienne parce que justement, on est très fascia. Enfin, les fascias, il y en a partout, mais on en a encore plus au niveau de la sphère périnopelvienne parce qu'elle est riche en fascia et en nocicepteur, en interocepteur, ce qui va donner des informations justement à tout ce qui va être mictionnel, douleur. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir agir sur notre petit bassin. C'est quoi le fascia? Le fascia, c'est justement ce maillage qu'on va avoir au niveau de nos tissus, cette connexion qu'on va avoir entre l'ensemble de nos tissus musculaires, cutané, musculaire, nerveux, viscéral. Et toute cette connexion qu'elle fait par le fascia, c'est justement ce maillage qui va entraîner les contraintes mécaniques d'un tissu sur l'autre. D'une cicatrice justement cutanée va engendrer justement des contraintes jusqu'au viscère, jusqu'au nerf, jusqu'à l'organe. Et inversement. Et c'est ça qui contraint justement beaucoup de douleurs de l'un à l'autre. Si je vais vous montrer justement sur un cas clinique tout à l'heure, comment une contrainte cutanée a eu une action au niveau viscéral, par exemple.
Et c'est en jouant sur ce fascia dense, sur la transmission des contraintes mécaniques et sur le fascia plus souple qui va jouer justement sur les plans de glissement. Le plan de glissement, ça va être tout l'acide hyaluronique qu'il va y avoir dans notre fascia dense. Et bien que je vais améliorer la trophicité de mon fascia, la trophicité qu'il va y avoir autour des nocicepteurs et la trophicité qu'il va y avoir aussi autour de mon myofascia et donc il va avoir une action musculaire. La diathermie douce, donc une légère chaleur, dès 37,5 degrés, je vais avoir une action sur l'amélioration de mes plans de glissement. Si j'ai une amélioration de mes plans de glissement, j'ai déjà une diminution sur la pression sur mes nocicepteurs, donc une amélioration sur ma douleur. Et puis, si j'augmente un tout petit peu ma diathermie, si je l'augmente à 40 degrés, je vais avoir une amélioration de ma viscoélasticité sur mes tissus, sur mon fascia qui est plus dense. Et si j'améliore ma viscoélasticité, je vais avoir une régulation de la tension de mon fascia. Là, la régulation de la tension sur mon fascia, ça veut dire que je vais améliorer justement tout ce qui va être tonus musculaire de base. Parce que mon fascia, il entoure chacun de mes muscles. Si j'améliore cette viscoélasticité, je vais améliorer l'échange neural qu'il va y avoir jusqu'à mon muscle. Et donc, j'ai amélioré mon tonus musculaire de base. Et c'est comme ça que justement, je vais pouvoir jouer sur l'hypo ou l'hypertonie au niveau de mes muscles. Et c'est ça qui va être très important au niveau de ma proprioception en ce qui concerne ma sphère périnéale. Là, pour le coup, c'est le cas pour n'importe lequel de mes muscles, mais encore plus précisément sur chacun de mes muscles périnéaux. Améliorer le tonus musculaire de base, c'est ce qu'on recherche tous les jours. Et ben, en améliorant justement la qualité du fascia qui entoure ce muscle, je vais améliorer mon recrutement et mon tonus musculaire de base. Donc, je vais vraiment avoir un effet tissulaire. Et puis, en alliant tout ça, l'effet vasculaire, donc de revascularisation au niveau musculaire, l'effet au niveau myofascial, je vais justement pouvoir jouer sur, comme je disais, le tonus musculaire de base. Donc là, je vais avoir un vrai effet au niveau musculaire. Et puis, en jouant avec ce courant d'AEMS que j'ai pour améliorer le recrutement musculaire, je vais pouvoir jouer de deux façons. Je vais recruter les muscles superficiels ou les muscles profonds, je vous ai dit en fonction justement du paramètre que je vais choisir. Et puis, si je mets la diathermie forte, je vais permettre d'avoir aussi un relâchement musculaire. Je vais avoir un effet de contracteur-lâché, complètement optimiser mon contracteur-lâché, comme je pourrais faire spécifiquement. Je contracte et je relâche, mais là, si j'optimise l'apport sanguin, si j'optimise mon tonus musculaire de base, je vais optimiser ce contracteur lâché. Au contraire, si je recrute le muscle, mais avec une diathermie assez douce, là, je vais avoir une amélioration complète de ma proprioception. Et là, ça va être très intéressant pour toutes les patientes qui ont une très mauvaise proprioception de la zone périnéale ou abdominale. Ça va être le cas aussi sur le muscle transverse de l'abdomen. Là, je vais pouvoir optimiser cette proprioception. Donc, j'ai différentes façons d'appliquer mon courant de T-CAR-thérapie, mon courant Eitense et mon courant AUMS sur ma sphère périnéale et sur l'ensemble de mon corps. J'ai une utilisation basique qui va être par l'intermédiaire justement d'une électrode. Donc là, je vais pouvoir cibler spécifiquement la zone où je vais vouloir travailler. Est-ce que je vais vouloir travailler sur ma fourchette? Est-ce que je vais vouloir travailler sur une cicatrice de césarienne? Est-ce que je vais vouloir travailler sur les pourtours vulvaires? Voilà, là, je vais pouvoir travailler spécifiquement. Après, je vais pouvoir optimiser ma thérapie manuelle par l'utilisation des bracelets et faire courir le courant et cibler spécifiquement la zone que je vais pouvoir travailler. Si je veux mobiliser justement une cicatrice, je vais pouvoir la mobiliser entre mes deux doigts grâce au bracelet.
Et puis aussi, j'ai le mode main libre, où là, je vais pouvoir appliquer 2 électrodes, 2 ou 3 électrodes, en fonction justement bac 2, bac 3 ou bac 4, pour pouvoir appliquer mon courant directement sur la patiente. Et là, elle va pouvoir faire des exercices et travailler complètement sa proprioception. Donc là, il y a 3 façons de travailler différentes en fonction finalement de comment on veut travailler nous-mêmes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'utiliser chacune de ces utilisations. C'est ce qui va complémenter au mieux notre propre façon de travailler. Donc là, en fonction de ces effets, en fonction des utilisations, je vais pouvoir voir comment je vais pouvoir les allier à mes objectifs que j'avais tout à l'heure mis en exergue à la fin de mon bilan. Quand je suis à la fin de mon bilan, je vais voir justement comment je vais pouvoir allier avec les différents effets de Técart-thérapie. Est-ce que j'ai un objectif antalgique? Et là, mon courant capacitif, mon courant résistif, mon courant intense vont pouvoir s'appliquer pour répondre à cet objectif antalgique. Ma diathermie va répondre à un objectif vasculaire. Est-ce que je veux retravailler au niveau vasculaire, simplement au niveau lymphatique, réaméliorer mes échanges? Est-ce que j'ai un objectif décongestionnant parce que justement, je suis sur une endométriose très congestionnée? Est-ce que je suis sur un syndrome prémenstruel très congestif et là, je veux revasculariser? Donc là, je vais utiliser mon objectif vasculaire. Est-ce que je suis sur un objectif trophique? Là, je vais être en réponse à un principe tissulaire. Est-ce que j'ai une cicatrice? Est-ce que j'ai une fibrose? Est-ce que j'ai une hypertrophie? Est-ce que j'ai une adhérence cicatricielle? Là, je vais répondre justement à un objectif trophique. Est-ce que j'ai un objectif tonicité? Et là, je vais jouer sur justement l'hypertonicité. Est-ce que je vais vouloir travailler le relâchement musculaire? Est-ce que je vais vouloir travailler sur la prise de conscience de contraction? Et là, je suis presque dans le biofeedback déjà. Ou est-ce que j'ai un objectif proprioceptif, simplement allier la tonus musculaire de base et aussi la proprioception et le feedback? Voilà, tout ça, c'est les objectifs que je vais pouvoir rejoindre avec la Técart-thérapie. Juste pour... on a quand même des contre-indications malheureusement sur l'utilisation de la Técart-thérapie. Comme n'importe quel appareil d'électrothérapie, on va avoir des contre-indications appareils des matériaux implantés, électroniques implantés, le pacemaker, la pompe à insuline, le neuromodulateur, le capteur de glycémie. Voilà, le principe, c'est de ne pas aller dérégler tout ça, donc ça reste une contre-indication. On a vu dans les effets vasculaires qu'on améliorait les échanges vasculaires. Donc, on ne va pas aller faire migrer un caillot. Donc, la thrombophlébite est une contre-indication. Donc, ça, comme la kinésithérapie, comme tout principe de thérapie manuelle et d'application, ça sera une contre-indication. La grossesse, par principe de précaution, est une contre-indication parce qu'on n'a pas fait de test sur la femme enceinte et donc, c'est une contre-indication. Les patientes mineures, c'est médico-légal, on n'a pas le droit de faire Técart-thérapie sur les patientes mineures. Il faut quand même que la patiente ou le patient puisse avoir un ressenti chaleur. Et voilà, on applique une chaleur interne. Donc, il va falloir que la patiente puisse nous dire quel est son ressenti chaleur. Donc, si elle est en une incapacité ou une insensibilité locale, ça va être une adaptation de nos paramètres. Ce n'est pas une contre-indication absolue, mais on va adapter nos paramètres. Après, en formation, on apprend justement à adapter nos paramètres par rapport à ça.
Le cancer, par principe de précaution, à partir du moment où on sait qu'il y a un cancer actif, c'est une contre-indication. Par contre, dès que les traitements sont terminés et qu'on sait que voilà, il n'y a plus de risque de migration de métastases, on va pouvoir justement travailler sur les cancers de la sphère périnopelvienne en post-prostatectomie, une fois on est à distance des traitements. C'est très intéressant justement de travailler sur tout ce qui va être cicatrice de célioscopie, recrutement des muscles périnéaux, fièvre et infection. Bon, déjà, on ne travaillerait pas forcément, nous, en thérapie manuelle et puis en électrothérapie. Mais là, on peut booster justement une infection sous-jacente. Par contre, on n'a aucune contre-indication sur tout ce qui va être matériel orthoprothétique, matériel d'ostéosynthèse et sur tout ce qui va être stérilet. Donc ça va être aucune contre-indication, adaptation des paramètres, mais pas du tout de contre-indication. Voilà, donc en ce qui concerne l'explication des effets de la T-card-thérapie, des effets des courants qu'on a sur la BAC3-TX et sur les BAC4, et je vais vous expliquer avec 3 cas cliniques comment justement moi je les ai mis en place sur des patientes que j'ai vues sur ce début d'année. Alors voilà, on aurait pu prendre des dyspareunies, des vaginismes que j'ai vus et que j'ai traités en T-card-thérapie. Voilà, là j'ai pris 3 cas un peu qui me sont venus et que j'ai eu récemment. Je vais vous les exposer. Alors, le premier cas clinique, il va répondre justement… Excuse-moi, Aurore, on a 2 questions Ah, dans le chat, ouais. même 3 maintenant. Ah ben, La je vous écoute première, avant qu'on reprenne les cas voilà, cliniques. exactement. La première, comme on le voit là sur la photo, il y a les bracelets Winback, Oui. l'énergie passe. Et la question est, est-ce que même avec des gants, le courant peut passer? Alors, le courant peut passer à travers des gants. Alors, il faut que ce soit des gants assez fins pour justement que le courant passe le mieux possible. Avec des gants en nitrile, ça passe très bien. Et d'ailleurs, on est sur un courant électrique. Donc, à partir du moment où le compteur, le chrono tourne à la machine, ça veut dire que le courant passe. C'est-à-dire que si jamais justement on a un isolant entre l'électrode et la plaque de retour, le bracelet et la plaque de retour, le chrono ne tournera pas. Ça veut dire qu'il y a un problème de conduction entre les deux. Si le gant est bien appliqué sur la main du thérapeute, si on a mis suffisamment de gel ou de crème pour contribuer à une bonne conduction du courant de l'électrode ou du bracelet jusqu'à la patiente, le patient et la plaque de retour, il n'y aura aucun problème. Donc justement, ça, on le voit en formation. Quels sont les petits détails qui peuvent faire que parfois on a des troubles de la conductibilité du courant, parfois des patients très poilus avec, ça peut être une gêne à la conduction du courant. On met un peu plus de crème en ces cas-là, un peu plus de gel conducteur. Et du coup, là, il n'y a aucun souci avec les gants à partir du moment où ils sont bien appliqués sur les mains du thérapeute, il n'y a pas d'air sur le bout du gant et que si le chrono tourne, le courant passe. Alors, toujours une question par rapport au bracelet. Ouais. Si le thérapeute a une infection au niveau des… Alors, effectivement, ça peut faire booster, ça pourrait éventuellement, si on a une infection entre le bracelet et le patient, sur cette partie-là, un petit panari, ça pourrait faire flamber un petit peu, effectivement, l'infection parce que on a une augmentation de la diathermie et des échanges autour du panari. Si on a une infection urinaire, là, il n'y a aucun souci, le courant ne passe pas, ça serait à la limite un principe de précaution, mais intellectuellement, il n'y a aucune raison que ça flambe à ce niveau-là. Par contre, effectivement, peut-être un petit panari, j'exclus pas une augmentation de l'infection. Le courant ne passe plus entre le bracelet et la peau du patient. D'accord. Alors, si la patiente porte bijoux ou piercing, est-ce qu'il peut y avoir des conduites Dans l'absolu, le courant ne passe pas, ne fait que passer par le matériel métallique et n'est pas concentré sur le métal.
Toutefois, en ce qui concerne les piercings, en fait, le piercing, le problème, ça va être sa zone d'attache. Les bijoux, les zones d'attache vont créer un petit peu de résistance sur la peau, sur une toute petite surface de contact et pourraient concentrer davantage l'énergie sur cette zone. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit de les enlever. Ce n'est pas une contre-indication absolue, mais c'est une précaution pour éviter d'avoir une augmentation de la diathermie sur cette petite zone et créer des échauffements à ce niveau-là. Très bien. Alors, ensuite, il y a des questions sur le gel. Oui. La crème de contact Voilà. de Tecar-Thérapie, Winback, enfin, il faut que ce soit vraiment une crème ou un gel spécifique à la Tecar-Thérapie parce que justement, je vois des lubrifiants classiques, ça ne fonctionnera pas ou beaucoup moins bien parce qu'on a une moins bonne conductibilité. En fait, dans ces crèmes ou dans ces gels de contact, il faut qu'ils soient riches en gras parce que c'est le gras qui va conduire davantage l'énergie, en plus qui sont testés pour une bonne conduction du courant de Tecar-Thérapie. Parce qu'on sait que le courant Tekar va aller en profondeur, va traverser les tissus. Parfois, on a l'impression avec certaines crèmes qu'on a une diathermie suffisante en surface, ça chauffe la peau, mais par contre, on n'a pas du tout de diffusion de l'énergie. Donc, toutes ces crèmes-là, elles ont été étudiées pour justement avoir la meilleure conductibilité et avoir une diathermie dans les champs d'action, dans les profondeurs après, en fonction des paramètres qu'on apprend en formation, de plus en plus profondes, et pas seulement au niveau cutané. Et en fait, sur certaines crèmes, on ne peut pas être certaine que ça ne chauffe pas que la peau et pas en profondeur. Donc, équipez-vous vraiment de crèmes conductrices spécifiques Tecar-Thérapie ou de gel conducteur spécifique de Tecar-Thérapie. Pour le gel ou pour la crème, on n'a pas, enfin, on n'a pas eu recensé de cas d'allergie ou ce genre de choses. Alors, les compositions sont claires après sur les… Alors moi, ça fait 10 ans que j'utilise. J'ai eu une patiente qui était… Alors, c'est pas forcément… Parfois, et elles sont plutôt enfin, une sensibilité sur une, mais alors après, des rougeurs qui peuvent s'appliquer. Je pense pas que ce soit la crème. Il y a des patients, de toute façon, qui sont sensibles à beaucoup de gel de massage, voilà. Donc ça… c'est le petit bémol, mais ça existe vraiment à titre très exceptionnel. Et pour désinfecter les électrodes, donc on peut utiliser des lingettes. Alors, On en a. pour toutes les électrodes qui vont avoir une application cutanée, on va pouvoir les désinfecter avec des lingettes désinfectantes classiques. Et puis, quand on va utiliser nos électrodes spécifiques sur la zone périnéale, là, on mettra un protège-sonde, comme c'était montré sur la slide. Ici, on positionne un protège-sonde, justement, comme le gant, au même titre que le gant, le courant passe à travers le protège-sonde à partir du moment où il est bien positionné et que voilà, on a mis du gel entre l'électrode et le protège-sonde. Et du coup, ça permet justement de changer et d'être safe au niveau hygiène quand on est en regard des muqueuses. Alors, les picotements, je pense que c'est plutôt lié au courant de Tekar, plus au gel. En fait, comme on va avoir une amélioration de la sensibilité, on a des patientes parfois qui vont avoir comme un petit… un sentiment pas de picotement, mais de prise de conscience de cette zone-là avec des sensations exacerbées sur la zone. Je pense que ça peut être ça. Et enfin, je pense que ce sera abordé dans tes cas cliniques. En Ouais. fonction des objectifs que tu as cités, est-ce que tu peux indiquer l'intensité correspondante? Alors, les intensités, effectivement, ça va être plutôt en fonction de la diathermie qu'on va choisir et qu'on va rechercher. En général, en fonction des patientes, alors c'est vraiment le ressenti chaleur de la patiente et pas l'intensité qui va primer.
mais entre 1% et 10-15%, parce que maintenant, avec la BAC 3 TX et la BAC 4, on peut ajuster au pourcent près, mais on sera plutôt en athermie, donc très peu de chaleur ressentie. Donc là, on va avoir juste l'effet biologique. Ensuite, si je monte un petit peu plus mon intensité entre 20 et 30, je vais avoir même entre 15 et 25, je vais avoir une diathermie douce. Et là, je vais avoir un effet proprioceptif et une chaleur très douce et un effet justement sur mon acide hyaluronique et sur mes plans de glissement au niveau du fascia. Quand j'augmente entre 30 et 40, alors là, je suis 30, 40, 50, je suis sur les BAC 3 TX. C'était beaucoup moins important sur les anciennes BAC pour ceux qui sont équipés avec les anciennes BAC. Là, je vais être sur de la diathermie forte, où là, je vais commencer à avoir des échanges vasculaires un petit peu plus importants. Donc, je vais être aux alentours des 40 degrés. Et puis, quand je vais être sur de l'hyperthermie, 42 degrés à peu près, je vais monter dans des intensités un peu plus importantes. Je serai à 60% à peu près. Donc, tout ça, ça va être fonction vraiment du ressenti chaleur de la patiente. La sensation de grattage, je pense que c'est parce qu'on donne vraiment beaucoup d'informations sur des zones qui manquent d'infos. Il y a les sécrétions en plus qui sont là. Donc, pensez à bien nettoyer aussi la zone avant de travailler. Hop, on va passer sur les cas cliniques. Alors, le premier cas clinique, justement, c'est une patiente de 56 ans qui m'a été envoyée par une sage-femme avec qui je travaille, qui n'est pas équipée, qui travaille à côté de chez moi, qui sait que j'ai la técarthérapie, parce que cette patiente, elle avait une sensation de béance vulvaire qui n'était pas du tout retrouvée à l'examen clinique, une appréhension parce qu'elle avait arrêté les rapports sexuels depuis un moment et puis elle envisageait de les reprendre avec un nouveau conjoint prochainement, donc avec cette appréhension justement de mauvaises sensations de son partenaire. Elle a eu une épisiotomie suite à 2 grossesses anciennes de 25 ans et 22 ans. Elle présente aussi une appendicectomie. C'est important dans notre cas clinique, justement, et une ménopause avérée depuis 2 ans sans traitement substitutif de la ménopause. Elle avait une tonicité périnéale tout à fait satisfaisante qui avait été objectivée justement par la sage-femme, par moi également. C'est une patiente très sportive. Elle fait du VTT en club, elle fait du yoga. Voilà, elle a une perception normalement de son corps qui est assez bon. Et elle avait ces sentiments de béance vulvaire, surtout sur le côté droit. Elle avait l'impression que ça s'ouvrait à droite. À l'examen clinique, une légère petite brèche et surtout une tonicité plus importante, en fait, une mauvaise élasticité finalement de sa cicatrice d'épisiotomie qui était à droite. Et au bilan complet, on s'est rendu compte que en fait, c'était sa cicatrice d'appendicectomie qui avait créé des adhérences sur son petit bassin à droite et avec justement, par ce jeu de fascia, des tensions qui allaient de l'appendicectomie à sa cicatrice d'épisiotomie. Et elle avait le sentiment justement que tout ça était tracté vers le haut. Donc, les objectifs chez cette patiente, c'était vraiment trophique, améliorer la trophicité tissulaire. Donc, effectivement, redonner une meilleure trophicité, à sa cicatrice d'épisio, qui était légèrement rétractile, mais à peine, qui manquait un tout petit peu d'élasticité, mais ce n'était pas ça vraiment le problème. C'était vraiment la trophicité de sa cicatrice et les adhérences de sa cicatrice d'appendicectomie. Et retrouver dans un deuxième objectif, justement, de la proprioception de ces muscles périnéaux et de la sphère pelvienne pour justement reprendre confiance dans les prochains rapports. Donc, concrètement, moi, ce que j'ai fait avec cette patiente, c'est qu'on a commencé justement en diathermie douce,
quand même à retravailler sur le pourtour vulvaire et au niveau de l'épisiotomie, et redonner une meilleure proprioception, une sensibilité à cette sphère-là. Donc, cette patiente-là, justement, j'ai travaillé en capacitif et en deep capacitif pour avoir l'ensemble de cette diathermie sur la superficie et la profondeur au départ. Et ensuite, avec les bracelets, j'ai retravaillé la cicatrice d'épisio pour lui redonner une meilleure élasticité et redonner justement du plan de glissement à cette cicatrice et redonner de la perception à toute cette zone-là. Et ensuite, on a, sur la même séance, où là, je suis restée à peu près 5 minutes sur le périnée, et après, on a travaillé beaucoup sur la cicatrice d'appendicectomie. Déjà, en capacitif, alors c'est une patiente qui a un petit gabarit, donc j'ai pu travailler en deep capacitif et avoir les différentes profondeurs de champ d'action entre le cutané, le péritoine, et puis aussi, alors la plaque de retour, là, elle était en sacro-lombaire. Et là, on a pu travailler après encore à nouveau avec le résistif pour avoir l'ensemble de mes différents plans sous-jacents. Donc là, ma plaque, elle était au niveau sacro-lombaire. La résistif était au niveau de la cicatrice d'appendicectomie. Et puis, moi, entre les deux, j'ai retravaillé l'ensemble de mes plans de glissement de la cicatrice d'appendicectomie et de ma cicatrice d'épisio. Et grâce à ça, on a retrouvé un bon plan de glissement. Et déjà, en 3 séances, elle avait récupéré une meilleure proprioception de sa zone périnéo-pelvienne. Et là, elle va reprendre bientôt les rapports sexuels. Voilà. Et ça lui a redonné vraiment une confiance dans toute sa sphère et elle sent plus cette béance vulvaire. Donc, on lui a redonné une meilleure proprio, tonus musculaire de base, elle l'avait déjà, et justement de l'amélioration de ce plan de glissement entre appendicectomie et épisiotomie. Donc voilà, là, c'est vraiment un cas où finalement, on serait resté peut-être que sur l'épisio, ça aurait peut-être pas suffi parce qu'il fallait aller voir sur ce jeu de fascia ce qui tractait vers le haut son épisiotomie et cette mauvaise sensation de béance vulvaire. Donc ça, c'est vraiment relié. Là, c'est un exemple vraiment de... Ouais, l'orange sur cette patiente-là, c'était à 40%, à 30%. Et surtout que je suis restée assez en point fixe, ce qui accumulait petit à petit ma diathermie. Donc, sur cette patiente-là, effectivement, c'est comment on relie le bilan à mes objectifs et à comment je l'ai traité après avec Winback. Un deuxième cas clinique, c'est une patiente qui est venue, alors là, pour un syndrome de l'essuie-glace. En fait, pour le coup, c'était complètement au départ de la physio. Et puis, donc, pour ceux qui ne connaissent pas un syndrome de l'essuie-glace, c'est une douleur de la face latérale de la cuisse, au niveau du genou, qui a tendance à remonter vers la cuisse, lié à un frottement sur la bandelette du fascia lata, donc du TFL. Alors, là, elle, exacerbée par la pratique du sport, du step, ça peut être le vélo, ça peut être n'importe quel sport. Ce syndrome de l'essuie-glace l'a amené à arrêter justement sa pratique du sport. Et c'est souvent lié à un déséquilibre du bassin et avec justement un tenseur du fascia lata déséquilibré par rapport à l'autre. Au bilan, on a retrouvé un contexte d'endométriose superficielle qui avait été diagnostiqué en octobre 2026 et avec une chirurgie des adhérences. Je ne vous ai pas mis la date. Elle a été, cette patiente-là, sa chirurgie, elle date de 2020. Donc, en 2020, suite à une recrudescence des douleurs, ils ont fini par proposer une chirurgie des adhérences et une cure de gratter le cul-de-sac de Douglas qui avait des lésions d'endométriose superficielle, l'utérus et les ligaments utérosacrés à droite.
Alors, c'est assez, c'est plus rare le ligament hétérosacré droite par rapport au gauche dans la littérature, mais finalement, eh ben, là, elle, à distance, finalement, Alexandra, sa chirurgie, c'est 2020, et je pense que ça avait été sous-diagnostiqué. On peut voir, à mon avis, en 2016, l'endométriose superficielle, parce qu'ils ont retrouvé aussi au niveau des ligaments hétérosacrés. Donc, l'endométriose avait commencé à gagner du terrain en 2020. Et là, actuellement, on est encore justement à la palpation sur d'énormes adhérences sur tout le côté droit, et c'est ça qui a déséquilibré complètement son bassin jusqu'à créer le syndrome de l'essuie-glace. Et puis, ce qui m'a fait justement aller dans ce diagnostic physio dans ce sens-là, c'est qu'elle avait une recrudescence des douleurs du syndrome de l'essuie-glace en lien avec les règles. Et avec justement ces douleurs endométriales qui étaient revenues depuis quelques mois maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur cette patiente? Eh ben, on a travaillé en crise. Sur les crises, je lui ai proposé déjà en main libre ce montage-là, où on voit que là, on a l'électrode de retour, et là, le FixPad au niveau du fascia lata. Et ça l'a soulagé déjà. On a eu une baisse de la douleur au niveau des crises. Et puis après, en dehors des crises, j'ai pu travailler justement énormément au niveau capacitif sur l'ensemble de ces adhérences en regard du torus et des ligaments hétérosacrés, donc en deep capacitif chez elle pour aller dans la profondeur. Pardon. Hop. Et puis après, en résistif, pour aller de la superficie à la profondeur, j'ai pu retravailler l'ensemble des plans et avec les bracelets, retravailler l'ensemble des plans de glissement, voilà, de tout ce qui avait recréé de l'adhérence. Et ça le soulage énormément. Et puis, à chaque fois là, cette patiente-là, je l'ai vue sur 6 séances. Là, on est en fin de rééducation, en fin d'antalgie. Là, je vais pouvoir reprendre justement la proprioception et retravailler petit à petit, faire un peu plus de rééquilibrage du petit bassin, travailler sur plateau instable pour travailler justement sur ce tenseur du fascia lata. Pourquoi travailler en deep capacitif et pas en raid pour travailler en profondeur? Alors, j'aime toujours commencer par le capacitif. C'est ça qui va m'appliquer le plus de diathermie sur la zone de travail. Là, sur cette patiente-là, quand on travaillait la trophicité, j'avais beaucoup d'adhérence, donc je voulais vraiment appliquer de la diathermie pour redonner du plan de glissement. Donc ça, je vais l'avoir efficacement en capacitif pour ce qui va être de 1 à 3 cm de profondeur, en deep capacitif pour aller entre 3 et 5 cm de profondeur. Et bien sûr, une fois que cette diathermie est installée, là, je travaille en résistif pour avoir justement l'ensemble de la profondeur. Deep capacitif, hop, j'essaie de lire les questions en même temps. Ah non, alors le CET dynamique, là, c'est justement l'alternance, et ça va être intéressant sur cette patiente-là aussi, entre le CET et le Deep CET. Ça me permet d'emblée d'avoir une profondeur de champ d'action plus importante et d'avoir des échanges vasculaires plus importants. Donc, le CET Deep, soft, ou sur les anciennes machines CET classique, c'est entre 1 et 3 cm de profondeur. CET Deep CET, c'est entre 3 et 5 cm de profondeur. Et quand je mets le dynamique, j'alterne toutes les 3 secondes entre la superficie et la profondeur. Une fois que j'ai la diathermie suffisante qui est instaurée, je passe en résistif pour pouvoir avoir cette diathermie sur l'ensemble de mon trajet et redonner la diathermie et de la mobilité, pardon, je lisais la question en même temps, sur l'ensemble de mes plans de glissement. Et là, sur cette patiente-là, le but du jeu, c'était vraiment de retravailler après avec les bracelets
d'essayer de donner une main sur le sacrum, une main sur le dos mutérin autant et sur les adhérences pour redonner justement de la mobilité autour de mon torus, enfin de son torus, de son isthme et de ses ligaments utérosacrés. Et justement, Isabelle, la question de la diathermie forte, je termine toujours ce genre de traitement par de l'athermie, soit justement avec ce montage-là que j'utilise pendant les crises ou simplement 2 électrodes autour de la zone en athermie pour calmer le risque de rebond inflammatoire. Toutefois, quand on est en dehors des crises, on ne relance pas réellement un risque inflammatoire. On est sur... je fais quand même cette phase de retour au calme pour diminuer le rebond inflammatoire. Mais comme je vais avoir justement cette phase d'activation de l'effet biologique, je vais diminuer mes substances algogènes que je pourrais avoir en phase d'inflammation. Mais on fait quand même une phase de retour au calme, comme ça on est sûr. Exactement. Bah là, Sylvie, tu me tends la perche pour donc, à utiliser aussi sur les cicatrices de césarienne. Effectivement, quand on est sur différents plans, ça va être le prochain cas clinique. Le troisième cas clinique, c'est sur une cicatrice de césarienne, sur une patiente donc, qui vient au départ, donc, à 6 mois de sa deuxième grossesse avec une deuxième césarienne, où elle présentait un diastasis relativement important, avec une distance intrarectie qui était en 3 cm sus-ombilical de 2,5 et un peu moins important sous-ombilical, avec un très mauvais recrutement du transverse. Donc, cette patiente-là présentait d'importantes adhérences. Donc, si on reprend la trophicité de sa cicatrice, de ses cicatrices de césarienne, sa reprise de cicatrice, elle avait au niveau cutané une légère hypertrophie sur 1 cm sur une des extrémités, mais surtout d'importantes adhérences au niveau des plans sous-jacents sur 4 cm au regard du pubis. Et ça a engendré justement une grande difficulté de recrutement du pyramidal de l'abdomen, donc le pseudo-transverse de la partie la plus basse de l'abdomen et du coup de son transverse. Donc, les objectifs de cette patiente, il était avant tout trophique. Donc, comme tu le dis, Sylvie, sur sa cicatrice de césarienne, où on a amélioré la trophicité et les différents plans de glissement de ces différents plans sous-jacents, parce que, ok, au niveau cutané, elle n'était pas si moche que ça, si on peut dire, mais par contre, elle perturbait complètement le morphodynamisme du petit bassin et du coup, la prise de conscience de son transverse et du coup, de sa rééducation abdominale. Sans travailler sur sa cicatrice de césarienne et ses adhérences, c'est vrai qu'elle est venue un peu tard peut-être dans son processus de rééducation, mais bon, on a les patients en fonction de leurs différentes problématiques. À ce moment-là, à 6 mois, j'avais déjà des adhérences, surtout probablement des adhérences de sa première grossesse et de sa première cicatrice de césarienne. Ensuite, un mauvais recrutement. C'est une patiente de petit gabarit, donc elle avait avec des gros bébés, donc en plus une hyperlaxité au niveau de cette ligne blanche, un indice de distorsion qui était très mauvais par rapport à son diastasis. Donc, ça a été très intéressant chez elle de retravailler justement tout ce qu'on a fait sur la cicatrice de césarienne, redonner de la trophicité et l'amélioration des plans de glissement, prise de conscience aussi après de son transverse. Et pour ça, dans un premier temps, j'ai travaillé
L'indice de distorsion, en fait, c'est tout ce qui va justement permettre la transmission de la force de traction du transverse sur la ligne blanche. On s'est rendu compte maintenant, dans les diastasis, que finalement, ce n'était pas tellement la distance entre les grands droits qui était importante, mais surtout la façon dont les grands droits et le transverse la dynamique entre les deux pour justement améliorer la laxité et la contrainte qu'il va y avoir sur cette ligne blanche. Donc, en retravaillant avec le capacitif sur l'ensemble de la ligne blanche, ça m'a amélioré justement tout ça, toute cette prise de conscience et toute cette laxité potentielle qu'il pouvait y avoir sur ma ligne blanche. Il y avait eu une échographie, les fibres n'avaient pas été rompues, il n'y avait pas d'indication spécifique à la chirurgie. C'est pour ça qu'on a pu travailler. Et puis, il a fallu qu'elle prenne conscience surtout de son transverse. Donc, on a beaucoup travaillé sur la proprioception avec justement 2 plaques de chaque côté, l'AEMS qui a permis doucement la contractibilité et la phase de recrutement de son transverse, et en alliant, 1, le travail d'amélioration des plans de glissement, 2, la phase de recrutement de son transverse. Et puis petit à petit, on est monté comme ça dans la phase de rééducation, on est allé jusqu'au travail actif en les curl-up, justement. Donc, on contracte le transverse, on prend conscience de le recrutement de son transverse avant d'engager ses grands droits. Donc, ça, grâce à justement ce montage en main libre, ça m'a permis sur cette patiente d'optimiser complètement ma phase de rééducation, de rééducation abdominale. Donc là, sur cette patiente, là, je ne la vois plus. On a fait 10 séances de rééducation abdominale et on a amélioré complètement sa phase de perception à mon air. C'est comme tout, hein, je ne sais pas ce que ça aurait donné si je n'avais pas utilisé la TECAR, mais je pense que j'ai amélioré sa phase de perception et sa proprioception. Parce que la première séance au bilan, elle n'avait aucune prise de conscience de son transverse et on l'a éveillée assez rapidement. À la fin de la première séance, déjà, on avait une meilleure perception de son transverse. Donc voilà, sur les différents cas cliniques que je peux vous apporter. Alors voilà, c'est arrivé un peu pêle-mêle tout ça pour vous donner le plus d'informations possible sur ce qu'on peut obtenir, mais effectivement, on peut avoir différents utilités sur les dyspareunies, les vaginismes, c'est très intéressant aussi, sur tout ce qui va être trophicité tissulaire. Pendant que les questions arrivent, Faustine, si tu veux, voilà, on peut regarder. Oui. Je vous laisse, on peut répondre à 2-3 questions, enfin, à quelques questions si vous le souhaitez. Et puis, je lance le sondage ou Peut-être après les ouais, questions. quelques questions encore? Ouais. Alors, on a Amélie qui a une patiente qui a probablement une déchirure sur le transverse, pas Oui, d'imagerie médicale, mais ventre qui explose d'un côté surtout. oui. Comment s'y prendre avec la TECAR et peut-on éviter une chirurgie? Alors, l'imagerie quand même nous permettrait quand même de bilanter au mieux, à mon avis. Donc, c'est ça, faut faire attention. Est-ce que c'est une déchirure ou plutôt une lésion myoaponévrotique? Ça peut être aussi des fibres de l'aponévrose autour du muscle qui a cédé. C'est probablement plus ça à vérifier après avec une imagerie. On peut aider justement en améliorant la trophicité et en diminuant la contrainte qu'il va y avoir dessus. Après, si les fibres ont vraiment été abîmées et ont lâché, malheureusement, la TECAR, c'est la limite, c'est quand même là où la limite de la TECAR, c'est là où la chirurgie commence. Donc, il faut se méfier de ne pas avoir une perte de chance pour ta patiente. Donc, l'imagerie peut être intéressante. Néanmoins, quoi qu'il en soit, même si elle va jusqu'à la chirurgie,
plus tu améliores la qualité tissulaire de ta patiente en pré-chirurgical et mieux se passera la chirurgie. Mieux sera aussi la qualité tissulaire pour le post-opératoire. Donc, on peut toutefois tenter quelques séances en thérapie pour essayer de voir si c'est l'aponévrose, le fascia, le fameux fascia qui entoure le muscle. Et si je redonne de la tonicité à mon fascia, petit à petit, je vais voir justement mes fibres, tu vas voir ce côté explosé diminuer. Comme une lésion myoaponévrotique en sport, en fait, tu vas améliorer justement, tu vas faire cicatriser ce fascia autour du muscle. Après, si vraiment la fibre musculaire a été rompue, là, il faut vraiment une imagerie et envoyer vers un chirurgien. Mais toi, tu pourras aider en améliorant la qualité tissulaire. Alors, quel est le montage idéal pour une épisiotomie? Comment installer la patiente? Alors, en fonction de comment vous voulez utiliser votre Técart, soit simplement une plaque de retour au niveau lombo-sacré, sur une table d'examen. Soit on a une table de massage plutôt physio, et là, la patiente est sur le dos, la plaque de retour au niveau lombaire, les jambes en position écartée, et vous êtes sur le côté avec un genou qui tombe sur vous, et vous travaillez avec l'électrode, justement, le protège-ondes, et vous travaillez comme ça en regard. Puis après, les bracelets pour travailler en manuel. Si vous travaillez sur une table d'examen gynécologique, vous pouvez la mettre dans les étriers avec la plaque de retour sous les fesses aussi et travailler de la même façon. Si vous voulez travailler avec les plaques adhésives, et pourquoi pas ne pas mettre 2 plaques adhésives face interne des cuisses de votre patiente, le courant passe par son épisio et vous, de façon manuelle, retravaillez justement l'épisio. Il y a différentes façons de travailler et d'installer la patiente. Peut-on agir sur une névralgie pudendale? Alors, une névralgie pudendale, bien sûr. Après, la physiopathologie, la névralgie pudendale, vous pourrez retrouver aussi sur un webinaire qu'on a fait à ce sujet il y a un mois, donc sur les douleurs pelviennes chroniques. On va pouvoir justement travailler sur le trajet du nerf. C'est une neuropathie, en fait, la névralgie pudendale. Donc, travailler en capacitif sur les différents éléments qui compriment le nerf, de S2 jusqu'à l'obturateur interne, et puis faire courir le courant raide sur le trajet du nerf. Je vous invite à aller voir le webinaire, mais il y a des protocoles justement, protocoles et des façons de travailler si on comprend bien la physiopathologie, la névralgie pudendale. C'est très intéressant. Pour l'impotence fonctionnelle chez l'homme, Là, ça va être pareil, amélioration du recrutement, de la proprioception des muscles périnéo-pelviens. Chez l'homme, je pense que ça peut être intéressant justement de faire un montage avec les 2 électrodes en face interne de cuisse et guider justement le patient dans le recrutement, de ses muscles périnéo-pelviens. alors on a encore 2 petites questions. Ouais. Pour un cas d'atrophie et sécheresse vaginale sur une patiente ménopausée. Alors, justement, la revascularisation, la lubrification, on va dire, et l'atrophie vaginale est liée justement à la transsudation. Ça veut dire que c'est la sécrétion, comment les glandes sécrétrices sont liées à l'hypervascularisation de cette zone-là. Et en retravaillant justement la diathermie en regard du plexus antérieur veineux qui permet justement cette transsudation, on va améliorer l'atrophie vaginale et du coup la sécheresse vaginale. Quand on est en période de périménopause où justement c'est tout à fait perturbé, on va accompagner les patientes dans ce moment-là pour justement améliorer cette trophicité. Donc oui, c'est intéressant en accélérant la transsudation en jouant sur la diathermie sur le plexus antérieur veineux. Pareil, sur la plateforme, vous pourrez trouver des protocoles à ce sujet. On est
Hop. La dernière question, ce sera sur le gel. Est-ce qu'il faut en mettre entre la sonde et la protection? Et aussi, est-ce qu'il faut, Si vous- avec les gants, est-ce qu'il faut en mettre ouais. entre Alors, la... ça, c'est, voilà, si vous avez des problèmes de conductibilité, soit que le gant est trop épais, soit que le gant n'est pas tout à fait adapté à votre main, ou que la sonde, justement, bulle un peu, le protège-sonde bulle un peu au niveau de l'électrode, mettez au départ un peu de gel à ce niveau-là. Ça permettra d'être sûr de... C'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une meilleure conductibilité. Merci à tous. Merci à tous. Merci de Bonne votre soirée. attention. Et puis, merci Faustine. Je t'en prie. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.